Bonjour à tous et bienvenue pour le grand débrief de cette finale Espagne-Argentine. Je suis accompagné d'une supportrice espagnole, Très Anne, heureuse. Let's go! très heureuse, d'autant plus que je vais commencer la vidéo, et ça on l'a pas redit en off, mais je l'ai dit en journal ce midi pour te dire, en te rendant hommage, parce que je me suis foutu de ta gueule en disant c'est bien un exemple de l'arrogance espagnole, quand tu nous as dit ouais non, victoire espagnole, j'aimerais bien un but de Ferran Torres. Le but de la victoire pour Ferran Torres. Et Dieu sait, je le dis qu'en plus, on s'est échangé des vannes là-dessus et aussi des propos très sérieux sur la carrière de Ferran Torres en MP, en parlant du fait que ce but pourrait être libérateur pour lui. Donc en fait, toi, t'as eu le scénario rêvé, quoi. Ouais, de ouf. Non, en vrai, je suis juste. Très honnêtement, je pense pas que ça va être game changer pour la suite de sa carrière. Mais moi, au niveau santé mentale pour les joueurs, c'est un truc qui m'a toujours un peu touché, intéressé. Et je trouve que c'est très dommage de passer par le prisme de. Ils gagnent beaucoup d'argent, donc on s'en fout de ce qu'ils pensent à l'intérieur. C'est pas du tout ma façon de penser. Et de le voir aussi atteint en début de tournoi dans un match anecdotique où c'était le cinquième potentiel but, on s'en foutait de ce but-là et de le voir aussi atteint à ce moment-là, bah, ça m'est vraiment resté en tête au long de la compétition et à chaque fois qu'il rentrait, ça voulait pas, ça voulait pas. Et de voir que bah, au final, c'est lui qui offre le titre à son pays, c'est exceptionnel et je suis trop contente pour lui. Et d'ailleurs, je vais tout de suite détruire le conducteur qu'on a soigneusement élaboré juste avant. Parfait. Mais non, mais c'est parce que tu me fais penser à un truc super intéressant que tu m'as dit. On sait qu'il y a des rumeurs Paris Saint-Germain, Ferran Torres, le fait qu'il lâche. Moi, je te disais en plus que je m'étonnais qu'on parle pas plus de la clause qui fait que le FC Barcelone doit donner grosso modo 8 millions d'euros à City s'il prolonge Ferran Torres. Et comme tu le disais, ça se trouve, ce but, ça a changé l'avenir mercato pour le PSG et le Barça. Fort possible. On verra dans les jours qui viennent si ça se confirme, ce petit changement de direction, ou si au contraire, c'était juste un petit mouvement de panique post-mondial. Mais ouais, c'est fort possible parce que c'est vrai que côté Barça, je pense que objectivement, ça ne devrait pas changer grand-chose. Mais je pense qu'aux yeux de certains décideurs, ça peut renvoyer une image assez dramatique de perdre le héros de la finale de Ligue des Champions, non, pardon, de Coupe du Monde, surtout face à un PSG avec qui ça a été très tendu pendant longtemps. Donc, à voir. Alors qu'on sait en plus que buteur héroïque en finale de Coupe du Monde, moi je me méfie pour l'avenir. Mario Oui, Götze, on pense à toi. ouais, ouais, je te rejoins. Évidemment, schéma totalement différent. Mais voilà, c'était la petite interlude Ferran Torres et Barça. Bon, disons quand même que l'autre grand gagnant en plus de l'Espagne, c'est les Barcelonais qui ont bien mangé. Hein. T'as du Olmo, t'as du Yamal, t'as du Koubarsi. C'est une sélection espagnole qui était quand même beaucoup aux couleurs du Barça. Il y avait la grosse polémique sur le fait qu'il n'y ait pas de joueur du Real Madrid. Finalement, le Real a pu faire son petit poste avec Kukureya. Cucurella. Mais qui n'est pas officiellement considéré comme joueur du Real sur ce tournoi. C'est vrai, mais ça en fait un post sur les réseaux sociaux et on sait qu'en Ça, c'est important. 2026, c'est l'important. Ma chère Anne, le pouls du match, comment tu as senti cette rencontre À quel point tu as eu peur, disons-le franchement, hein, vu que toi tu regardais avec l'affect. Franchement, j'ai été sous respirateur artificiel de la première minute de jeu à la 120e. Je me suis liquéfiée à chaque seconde. Je me suis... J'ai fait une fusion avec les meubles qui m'entouraient à chaque fois que l'Argentine avait le ballon. Horrible. Horrible. T'as fait un demi-arrêt cardiaque à chaque fois qu'ils ont tiré. Heureusement, ils ont pas beaucoup tiré. Heureusement, du coup, le cœur continue de battre. Non, là où j'ai vraiment fait un arrêt cardiaque, c'est la frappe qui passe au-dessus de la cage, là, à la toute fin du match. Là, j'ai cru que c'était fini. Mais au-delà du côté émotionnel, on est d'accord. Moi, je le voyais sans peur parce que j'avais beau avoir un petit penchant pour l'Espagne, je regardais pas avec l'affect d'un supporter. Quand même, très beau match de l'Espagne, très bien maîtrisé. On avait parlé du fait de l'Argentine qui pouvait faire dégoupiller les adversaires. Espagne carré du début à la fin. C'est ça qui m'a peut-être le plus impressionné côté espagnol. Tu as un groupe avec des cadres qui ont une très belle maturité, mais tu as beaucoup de jeunes. Tu Oui. as beaucoup de jeunes et la maturité de ces jeunes-là sur le terrain en termes d'attitude. C'est-à-dire que non seulement tu n'es pas rentré dans le jeu des Argentins à t'énerver sur ce qu'ils disent, etc., mais en plus de ça,
tu as eu la justesse de ne même pas essayer de les provoquer eux et de ne même pas leur donner ces cartouches, ce que les Anglais avaient pu faire. Et je pense que les Argentins, ils se nourrissent de ça. Mm. Et tu as eu la lucidité de même pas rentrer là-dedans, de les laisser parler, de t'éloigner. Je repense à une action où c'est Yamal qui est un petit peu balancé en touche et il se frustre un petit peu en se dégageant. Et tout d'un coup, tu as une flopée d'Argentins qui lui arrive dessus et lui, il repasse sur le terrain et il se barre. Et ça a été à l'image de ce match-là, je trouve, dans cette justesse de comportement. Il y a peut-être un match qui a été fondateur et aidant pour ça. On en avait parlé, nous, mais pas en vidéo. C'est le précédent face à l'Uruguay, où déjà tu as mis tes nerfs à rude épreuve, qui n'a pas été un match facile, qui a été un match en plus qui a été vu comme une des raisons de critiquer un peu l'Espagne pour certains, parce que l'Espagne n'était pas spécialement impressionnante. Mais c'est peut-être un des matchs les plus importants du parcours espagnol quand tu vois la tête de la finale, quoi. Ouais, ça a été fondateur, je pense, en tout cas sur la capacité à encaisser les coups. Mhm. Je pense que l'Uruguay était peut-être un peu moins vicieux. Et je dis vicieux, je le dis pas méchamment, mais faute d'un autre mot. Mhm. Euh, Ils ont peut-être été moins vicieux que ces Argentins dans la manière de se comporter au global. Mais par contre, ouais, sur la violence des coups, sur la dureté du jeu, ça a été une préparation assez importante, je pense. Sur le pouls de la rencontre, question de donner le mien en plus, je vais juste ajouter un truc que je regardais pendant que tu parlais. L'Espagne, moyenne d'âge 26,7 ans, on est à 29,8 du côté de l'Argentine, donc effectivement il y a une grosse différence. Moi j'ai été hyper convaincu par les Espagnols et ce que j'ai trouvé hyper satisfaisant, c'est qu'en fait, t'as des joueurs que tu peux ressortir dans des secteurs différents. On reviendra sur les hommes de la rencontre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé Koubarsi, j'ai vraiment beaucoup aimé Rodri. Je trouve que l'entrée de Ferran Torres, le but n'est pas dû au hasard, donc tu as un peu des satisfactions partout. Je trouve que c'est un peu la concrétisation de toutes les bonnes choses collectives qu'on a vues jusqu'à présent en termes d'identité de jeu de l'Espagne. Et je trouve que c'est une équipe, effectivement, qui a une maturité, qui est sûre de son foot. En fait, ça m'a un peu rappelé le Paris Saint-Germain. En l'occurrence, l'Espagne n'a pas été menée. C'était une de nos interrogations. Comment réagira cette Espagne si elle est menée? Elle n'a jamais été menée, du coup. Mais moi, un truc que j'ai bien aimé avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, c'était ce côté, même quand tu es en difficulté, en l'occurrence que tu es mené, tu perds pas ton football, tu es Mm. conscient de tes forces, tu restes droit dans tes bottes, tu as une certaine maturité malgré la jeunesse de l'équipe. Bah, je retrouve ça dans l'Espagne où je me dis, tu as un adversaire argentin qui, pour plein de raisons qu'on va évoquer au cours de la vidéo, peut te faire dégoupiller à 1000 moments. Tu peux perdre patience parce que tu as une domination. Première mi-temps, tu as 65% de possession. Tu tires 3 fois, mais tu te retrouves quand même à avoir une domination territoriale importante. Deuxième mi-temps, tu tires 12 fois. Tu n'arrives pas à tuer le match. Tu peux vraiment à un moment câbler un petit peu. T'as pas trop de syndrome du héros. T'as pas de football qui change, mais pas dans le sens où il n'y a pas de changement, parce que tu as eu des changements, mais tu restes fidèle à ton identité de jeu. En fait, moi, je vois la victoire d'une Espagne qui, sur tous les domaines, regarde tout le monde de haut, quoi, disons-le clairement. Ouais, bah, ça a été à l'image du tournoi de l'équipe d'Espagne. Pour moi, le Ouais, mot que je ressortirai en premier, je pense, c'est la patience. Tu as une oui. équipe qui, comme tu le dis, est consciente de ses forces, euh, qui se dit ça va passer. Tu sais pas quand, mais ça va passer. Alors quand tu es supporter, tu trembles un petit peu. Mais sur le sentiment que ça donne sur le terrain, c'est une sérénité absolue. Et c'est une confiance absolue en on a nos armes et nos armes, elles vont finir par faire la différence. Et je trouve que la confiance, ça ressort vachement aussi dans les choix de La Fuente, parce qu'on avait beaucoup parlé du fait de mettre Fabian Ruiz plutôt que Pedri. Alors, il se trouve que Fabian Ruiz, c'est peut-être pas mon joueur préféré du 11 durant la finale. Il se trouve que Pedri fait une très bonne entrée, mais faut quand même être très sûr de tes joueurs, de ta sélection, de la confiance que tu as à la place de La Fuente pour faire ce choix. Et je trouve en fait que tout au long de la compétition, il a été plutôt raccord. Et c'est pareil en termes de coaching. C'est un coaching qui est bien mené par rapport aux prolongations et tu sens qu'il incarne un peu cette sagesse que semble porter l'équipe espagnole, cette patience. Bah, il me semble que c'est quelque chose qu'on avait abordé à la dernière vidéo, le fait que pour moi, j'ai une totale confiance en ces changements, etc.
Ouais. Ceci étant dit, j'ai un petit peu tremblé sur les deux derniers changements hier. Hmm. Faire rentrer Eric Garcia comment il s'appelle, et Martin Subimendi. Zubimendi. Hmm. Là, j'avoue que alors autant Subimendi, ça m'a pas gêné. Ce qui m'a fait peur, c'est de voir Rodri sortir, parce que Rodri était sur un match mais monstrueux. Autant Eric Garcia, qui n'avait jamais joué de la compétition, si je dis pas de bêtises. Celle-là, ouais, là j'ai eu très très peur. Je me suis dit, oh, aïe, aïe, le bourbier. Ah, j'avais Et même pas capté qu'Eric Garcia. Alors, tu vois, ouais, effectivement, c'était 21 minutes dans la compétition. ouais, c'est ça, il me semble bien. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai un peu tremblé, mais force est de constater que ça a été payant, qu'encore une fois, il a fait des choix forts, mais des Ouais. choix payants. Je pense que je fais un parallèle vite fait avec le DF, mais c'est quelque chose que beaucoup ont souvent reproché à Deschamps, de ne pas oser faire certains choix, de ne pas oser mettre certains sur le banc, etc. Et j'ai pas d'avis tranché sur ça côté Deschamps. Mais en tout Mhm. cas, quand je vois De La Fuente le faire et assumer et s'en sortir avec autant de brio, je suis très admirative de ça. Et il y a un moment, De La Fuente, il va falloir faire son bilan, j'ai envie de te dire, parce que on parle Excellent. beaucoup. Bah ouais, on parle beaucoup des gros sélectionneurs, de ceux qui arrivent à avoir des bons accomplissements, etc. De La Fuente, il commence à être en Espagne depuis déjà pas mal de temps. Il a été chercher l'Euro, il va chercher la Coupe du Monde, il arrive à manager une Espagne qui est pas la sélection la plus évidente à manager. T'as toujours les problèmes Espagne, Barça, Real. T'as des jeunes joueurs, t'as des ambitions, tu regardes la gueule du banc qu'il a. T'as des joueurs qui pourraient réclamer du temps de jeu. Et je trouve en fait que à la fois en tant que tacticien, manager, et même ça on en a peu parlé, mais en tant que communicant, de comment même l'intégralité de l'Espagne a communiqué, comment il était assez accessible pour les médias, etc. Je trouve qu'il a très bien mené son groupe et que finalement, tu vois, même l'arrogance que certains Français mettent en avant sur les Espagnols, bah, il n'y a pas eu, ou alors je suis passé à côté, mais il n'y a pas eu de recadrage en interne ou autre. Tout le monde était un peu sur la même ligne. Non, bah, parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison d'en Ben avoir. ouais, non, mais voilà, et c'est pour te dire, Soyons De La honnêtes, hein. Fuente, carré sur tout, quoi. Moi, Non, je tout à fait. ressors en mode, si on parle des GOAT de la Coupe du Monde, tu vois, qu'on fait notre classement et tout, en termes de sélectionneur, personne sort aussi la tête haute que De La Fuente, quoi. Non, Au-delà même du clairement. fait qu'il gagne. Et cela, ça date de bien avant le mondial aussi, hein. Déjà, à Mm. l'Euro, il a un groupe exceptionnel. Peut-être une Espagne qui fait plus peur parce qu'elle est, comment dire, elle est dotée d'individualités qui se démarquent plus que dans cette Euro, dans cette Coupe du Monde. Par contre, dans cette Coupe du Monde, tu as une identité peut-être encore plus imprimée, une maîtrise beaucoup plus certaine qu'à l'Euro. Et alors, du coup, je pense que côté français, ça ne suit pas beaucoup De La Fuente en dehors de ce mondial, etc. Mais c'est un homme qui a régulièrement abordé certaines choses, qui a toujours très bien parlé, était très la tête sur Mhm. l'épaule. Tu vois, je repense notamment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais sur la conférence d'avant-match, il s'est fait siffler par les Argentins qui ne voulaient pas le laisser passer, etc. Tu vois, il y a eu un petit recadrage aussi à ce niveau-là que j'ai trouvé très juste et très pertinent. Et c'est pas la première fois. Et c'est un gars où, tu vois, je m'attends à pas grand-chose de la part des acteurs du football en règle générale, mais lui, jusqu'à présent, a toujours eu une attitude de tirer tout ce qui touche vers le haut. Et, Ouais. et ça s'inscrit dans cette continuité-là. Euh, Avant de passer vraiment aux individualités, on en a quelques-unes à aborder. Si on fait c'est question de clôturer un petit peu le pouls du match, je sais pas comment tourner ça, mais on avait beaucoup parlé du Maroc qui avait été décevant face à la France. On a beaucoup parlé de la France qui avait été décevante face à l'Espagne. Au-delà même du fait que la France était un gros adversaire pour le Maroc, au-delà même du fait que l'Espagne était un gros adversaire pour au-delà même du fait que l'Espagne était un gros adversaire pour la France. Ouais, pardon, je me suis perdu en cours de raisonnement. Non, t'étais sur la bonne piste. Ok, ça marche. Moi, cette Argentine, elle m'a quand même déçu parce que moi, j'ai attendu la deuxième mi-temps de la demi-finale face à l'Angleterre pour être convaincu. On en avait parlé, on était assez emballés par ce qu'ils avaient montré. On s'est dit, ah, c'est pas une équipe caricaturale. Là, j'ai l'impression qu'on est retombé un peu dans ce que disent les gens critiques de l'Argentine et on peut pas trop leur donner tort, hein. Moi, je me pose pas mal de questions à ce niveau-là. C'est déjà, est-ce que c'est pas trop peu slash trop tard
cette espèce de regain face à l'Angleterre. Je Mhm. pense que c'est important dans un tournoi comme ça de s'inscrire dans une certaine continuité. Et tu peux avoir des hauts, tu peux avoir des bas. Maintenant, quand tu as vraiment un moment où tu tires vers le haut, alors après, moi je me disais, c'est la première fois qu'ils affrontent une très grosse équipe. C'était Ouais. ça qu'il fallait garder en tête. Bon, au final, ça fait pétard un peu mouillé et bon, bah, forcément, tu le lis plus négativement qu'autre chose. Ouais. Maintenant, moi, j'ai quelque chose qui me fascine un petit peu avec eux, c'est à quel point ils sont capables d'être dangereux une fois qu'ils sont menés. Mm. C'est limite instantané, presque. Et c'est. Après, peut-être que je suis pas forcément 1000% objectif parce que j'ai été tellement de parti pris que forcément, j'avais plus peur qu'ils marquent. Forcément, dès qu'il y avait une touche de balle, je me liquéfiais. Mais je trouve quand même objectivement qu'une fois qu'ils ont concédé ce but, ils ont existé dans une rencontre où ils n'avaient jamais existé avant, où ils avaient 0 tir. Dans l'ensemble d'un match, c'est quand même assez Mm. fou, tu vois. Et pourtant, ils ont 2 tirs et de mémoire, 2 énormes occasions d'égaliser en fin de match. Et c'est ça, je suis partagée entre la fascination et le respect de savoir être aussi dangereux en si peu de temps, et à la fois le truc de me dire, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas mieux à faire sur 90 minutes ou 120 minutes avant d'en arriver à être pied au mur, quoi. Ouais, bah, là-dessus, moi je vais aller en ton sens sur le fait qu'ils ont été très très forts en fin de match, que ça faisait peur pour l'Espagne en fin de match, même sans avoir d'affect. Il y avait vraiment le côté ouf, ils l'ont fait 1000 fois et ils Mm. sont en train de le refaire. Vraiment, moi je me suis dit ça. Je me suis dit ça va finir par passer, l'Argentine va revenir au score. Mais moi je t'avais parlé de deux de mes grandes interrogations en fait, enfin deux avis même, je peux le dire. Le premier, c'est que je pense que cette Argentine est une équipe qui est fatiguée. Qui est fatiguée. Et d'ailleurs, je trouve que les changements, t'en as certains que tu fais, t'as celui-là de Martinez que tu fais pour une cause médicale. Derrière, on parlait du fait qu'ils intervenaient relativement tôt. Moi, j'avais vraiment l'impression que tu avais des joueurs argentins qui parfois étaient un peu cramés et que je pense que c'est un truc qui a été évoqué d'ailleurs plus ou moins à demi-mot par Scaloni pour la compétition. Le fait que tu as des joueurs fatigués. Je trouve qu'ils ont un football qui est ultra dépendant de la forme des joueurs. On avait dit que c'était pas l'équipe de marathoniens par excellence, bien évidemment, mais je trouve que ça ressort vraiment au cours de cette rencontre où l'énergie que tu as mis en toute fin de rencontre, c'est l'énergie du désespoir et tu n'aurais pas pu la mettre avant. Et puis une approche tactique qui est aussi un peu gagne-petit en fait. J'ai l'impression que tu as tellement une Argentine qui a réussi au cours de ses précédentes rencontres à être on est à mauvaise bête, on résiste et à la dernière minute on arrive à crucifier l'adversaire que je vais pas dire que tu n'avais pas l'impression qu'ils avaient envie de remporter la rencontre auparavant, mais le fait que le match s'éternise, ça leur allait très bien. Ils ont mis deux trois petits coups de pression à certains moments clés, notamment début de rencontre, post-mi-temps, mais ils n'ont pas plus insisté que ça par capacité ou par volonté. Mais limite le scénario du match leur plaisait. Et moi, si j'étais supporter de l'Argentine, je terminerais effectivement la rencontre en me disant ah, on n'est peut-être pas la meilleure équipe, c'est sûr, mais merde, est-ce qu'on n'avait pas mieux à faire, quoi. Mm. Ouais, et à la fois, je sais pas, je pense que la tactique de l'Argentine est Mm. tellement, mais tellement dépendante de sa capacité à faire dégoupiller l'adversaire. Et quand Ouais, je dis dégoupiller, je parle même pas de faire péter un câble, l'adversaire qui te met un beignet dans la gueule, hein. Je parle vraiment juste de, de- d'agacer et de mettre ouais, sur les nerfs. Parce que tu fais du sport, tu sais que les nerfs, c'est rarement ton ami. Tu ouais. vas faire des erreurs, tu vas être à contre-temps, tu vas commencer à trop réfléchir devant le but et tu vas tout simplement pas être à ton meilleur niveau parce qu'ils sont, on va le dire très simplement, rentrés dans ta tête. Et je pense qu'ils sont extrêmement dépendants de ça. Parce que quand je refais la compétition, de tous les matchs que j'ai vus, ils ont réussi, en fait, tout simplement, à mettre cette nervosité-là chez l'adversaire. Et ça date Ouais. même pas de 2026. C'est quelque chose qu'on a déjà vu auparavant et qu'on a subi auparavant. Mm. Et je pense que quand ils se sont retrouvés, je vais pas dire pour la première fois, mais ça se trouve peut-être, face à une équipe qui n'est juste pas rentrée dans le jeu, je pense que ça joue du coup un peu contre toi. Tu te dis, bah, toute cette tension que j'essaye d'envoyer, vu que j'arrive pas à ce qu'elle trouve écho, bah, je me la reprends dans la figure en fait. Et je pense que ça les a pas aidés. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est une équipe dont les grandes qualités reposent aussi sur ça. C'est que
Alors, ça a sonné à connotation péjorative parce que, bon, je vais mettre les pieds dans le plat, ils ont été détestables au cours de la rencontre. À la fin du match, tu regardes, ils font des gestes. Je me permets de le dire, parce que toi tu supportes l'Espagne, tu vas te prendre un procès. Bon, moi je m'en prendrai un parce que je suis français, on dirait que j'aime pas les Argentins, mais ils sont détestables. Mais pour autant, ce que je vais dire là, je le dis pas à travers langue détestable, je le dis de manière assez neutre. C'est une équipe dont les grandes qualités sont mentales et c'est le fait d'être Ouais. une équipe de roublards. Et pour bien faire comprendre que je le dis pas péjorativement, je le mets en opposition par exemple avec un Raphaël Varane en 2014 et là je me dis que ça date déjà de 12 ans, donc il y a des gens qui regardent cette vidéo qui connaissent pas cette époque, euh, qui, euh, qui était décrit comme trop gentil à l'époque où on avait dit ah tu mets pas assez l'épaule, tu mets pas assez le bras lors du duel aérien. Il y a plein de joueurs comme ça où tu disais que ça manquait de vis, même le Paris Saint-Germain à une époque ça tenait pas mal ce discours. Je trouve que l'Argentine est dans le schéma totalement inverse et que là-dessus j'ai juste envie de dire bravo. Et sur le côté mental, alors ça c'est un de mes gros problèmes. Je sais plus si je l'ai dit en discussion privée avec toi ou quelqu'un d'autre ou si on l'a dit en vidéo. Est-ce que je t'ai parlé des discours de motivation et de ma haine là-dessus? Ça me dit rien là comme ça. Alors, désolé d'avance pour les viewers si je fais une redite là-dessus, mais je suis tellement attaché à cette tech et je l'ai dit assez peu souvent que ça me fait plaisir de la ressortir. Tu vois la fameuse vidéo qui avait énormément circulé sur Pascal Duprat qui, au Ouais. moment où il joue maintien, fait son grand discours avec les vidéos et tout. Voilà. On a eu également, quand Hervé Renard a débarqué, les grands extraits des discours d'Hervé Renard. Et moi, ça, c'est un truc qui me fait vriller. Parce qu'il y a un moment, s'il s'agit de mettre du Gladiator en musique dans le vestiaire, de leur faire toucher des champs de blé comme ça et de faire vous allez retrouver votre femme au foyer, vous allez être Pour la patrie. libre pour la patrie, c'est bon quoi. N'importe qui est capable de faire ça. Et il y a une anecdote, attention, on rentre dans le domaine du Jean-Michel à peu près, parce que je m'en souviens plus très bien, où Guardiola avait fait ça pour je sais plus quelle rencontre et il avait trouvé ses joueurs immensément nerveux après. D'où le lien avec ce que tu disais, c'est pour ça que ça m'y fait penser. Et en gros, la conclusion, c'était putain, je refais plus jamais ça. En fait, les joueurs, ils n'ont pas forcément besoin d'un surplus de motivation. Au contraire, ils ont besoin d'être carrés, d'être calmes pour aborder le match avec professionnalisme et pour jamais sortir en termes de nerfs. Et ça, je trouve que les fans de foot, ils sont en mode donnez-vous sur le terrain, faut mettre de la grinta. Et c'est vrai que même moi, je me le dis parfois. Tu regardes la première mi-temps de l'équipe de France face à l'Angleterre, il y a des moments, Il y a un juste milieu. ouais, t'as envie de dire, je vais être vulgaire, mais sortez-vous les doigts et je vais pas terminer. Mais tu vois, l'Espagne, je trouve que c'est l'exacte illustration de l'inverse et de pourquoi c'est bien de pas avoir que du Hervé Renard, Pascal Duprat vibe dans les discours de motivation, parce qu'en fait, c'est une équipe calme. T'as insufflé du calme. Et c'est ce qu'il faut face à une équipe de roublards comme l'Argentine. L'Argentine, t'as pas besoin de leur mettre du gladiateur, t'as pas besoin de leur mettre des photos des gosses qui sont en mode ah, vas-y papa, rends-moi fier, tu fais ça pour le petit orphelin du coin. Enfin, c'est bon quoi. Donc vraiment, L'Argentine, si tu leur fais ça, je pense qu'ils te détruisent le terrain en fait. Je pense qu'on a pitié qu'on ne fasse jamais cette expérience. Ah là là, mais il y a des joueurs argentins où je me dis déjà, faut faire des tests antidopage, pas parce qu'ils courent beaucoup, mais parce qu'en termes de tenue des nerfs, il y a des moments, je me dis, les mecs sont chargés, ils n'arrivent plus à se tenir. Tu regardes l'entrée de Paredes, le mec c'est un pitbull, tu enlèves le collier et Mais c'est bon, ça, c'est c'est parce que parti. Paredes n'est pas un joueur de football, mais un combattant de MMA. Ah ça je suis pas d'accord madame. Moi je me mets Il se trouve qu'il a une double carrière, mais C'est je trouve vrai. qu'il est très doué dans les deux carrières. Ouais, ouais. Tu vois, t'as des joueurs, tu prends N'Golo Kanté, il a une double carrière, coureur de fond, footballeur, il est très bon dans les deux. Paredes, c'est l'extrême inverse. Il a pas du tout la double carrière coureur de fond, il a la double carrière combattant de MMA, joueur de football, il est très bon dans les deux. Ouais, je le Euh, trouve quand même meilleur en MMA, mais c'est les sensibilités de chacun, hein. Écoute, moi j'aurais bien aimé les voir dans cette compétition. En tout cas pour le football, ils sont pas trop mal, mais ça gagne pas la finale cette année. Passons aux individualités de cette rencontre. Je te propose qu'on joue en ping-pong, t'en donnes un, je réponds, et on s'échange comme ça un peu jusqu'à ce qu'on finisse par évoquer le pire joueur de la rencontre. Non, on va pas tous les faire, mais jusqu'à sûr d'en citer 4-5 quoi.
Bah écoute, côté espagnol, je vais commencer avec le jeune joueur de la compétition, Pau Cubarsí. Hmm. J'avais émis des doutes tout en saluant son tournoi sur sa capacité à ne pas faire de bêtises. Bah félicitations, ça y est, il a fait T'avais un émis des tournoi. peurs même pour ta Ouais, défense. C'est oui, genre, tu disais pas ah ça va arriver ou autre, mais t'avais peur que ça arrive. on l'a suffisamment vécu pour enfin, je suis obligée d'avoir ça dans un coin de ma tête. Et bah ça y est, il a son tournoi référence. Maintenant, il peut retourner faire des erreurs à Barcelone, je m'en fiche. En vrai, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, pas sur les erreurs en Barcelone. Enfin, même s'il en a fait, mais genre, je lui souhaite pas d'en faire. Sur le fait que jeune joueur de la compétition, on attendait tous plutôt Yamal, même sans parler du cadre espagnol. Koubarsi est un excellent défenseur central. On avait beaucoup parlé du fait que fallait voir si il allait s'affirmer comme étant un joueur précoce ou comme un joueur avec un potentiel de fou furieux. En tout cas, une chose est sûre, en termes de statut, il y aura un avant et un après cette Coupe du Monde. Moi, c'est le truc que je dis toujours sur les Coupes du Monde, c'est il y a des gens qui disent non mais il faut arrêter. On n'a pas attendu 2018 pour découvrir Mbappé. Le monde, si. Mm, En mm, fait, mm. les connaisseurs de foot, c'est pas le monde. Et il y a un autre truc, qu'on est un très très bon symbole. Haaland est devenu viral au cours de cette Coupe du Monde. Vraiment avec tous les mèmes où il marche comme ça et tout, Mm, avec son attitude. Et Erling Haaland, il a joué en Allemagne, qui est un grand pays de foot, où le foot est très populaire. Il joue aujourd'hui en Première Ligue, qui est le championnat le plus suivi du monde. Ça empêche que la popularité d'Haaland, elle a quand même pris un gros boost. Donc vraiment, ça te change l'image de certains joueurs. Et je pense que Koubarsi va rentrer là-dedans. Je suis curieux de voir comment il va poursuivre sa carrière, parce que c'est un joueur sur qui tu avais déjà une pression énorme, puisque meilleur central du Barça alors qu'il était à peine majeur. C'est un joueur qui est vu comme l'avenir de l'Espagne, en plus d'être le présent de l'Espagne. Et moi, j'ai ma théorie comme quoi je me méfie toujours des défenseurs centraux du Barça qui sont vus comme extrêmement prometteurs. J'ai l'impression qu'il y a une petite malédiction. J'espère qu'il continuera à être aussi fort, mais ouais, je te rejoins totalement. Ouais, puis il y aura peut-être besoin d'un petit temps de digestion aussi, parce que bah faire ce qu'il a fait à 19 ans, faut l'assimiler aussi. Mais Hmm. en tout cas, ben juste, il a été exceptionnel de A à Z et félicitations à lui, hein. Ouais, je pense que tu vois le même de Zidane, je sais pas quoi te dire, hein. Félicitations, il y a que ça à dire. À mon tour, je vais continuer dans la grande originalité en évoquant Rodri en fait. Rodri, je m'en souviens, au milieu de la compétition, j'avais dit que j'avais un peu de doute sur lui physiquement. J'avais revu ses matchs et je m'étais dit, ah, je suis bien trop dur. Et en même temps, tu vois, là, en terminant la compétition, je me dis un truc. D'ailleurs, j'ai pas rebondi quand on avait parlé, mais c'est qu'il est monté en puissance malgré tout. Alors, ça excuse pas que j'ai été bien trop dur au début de la compétition sur sa forme physique. Moi, je le voyais beaucoup moins remis que ce qu'il était réellement. Mais en fait, je trouve que c'est le joueur déjà de la compétition. Si Koubarsi est le jeune joueur officiel de la compétition, Rodri est le joueur, le meilleur joueur de la compétition, amplement mérité. Et je trouve en fait qu'il y a un truc beau avec Rodri, c'est que sur sa finale, il fait un match impeccable, avec ballon, sans ballon. Il est vraiment le dépositaire du jeu de l'Espagne. C'est une expression qu'on a tendance à beaucoup dire. Moi, j'utilise souvent, mais je trouve qu'elle a rarement été aussi bien représentée par un joueur que par Rodri avec l'Espagne. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que il incarne tout ce que j'aime dans cette Espagne, en fait. C'est que je trouve que l'Espagne est une équipe ultra complète. Il est ultra complet. Je trouve que l'Espagne est une équipe qui brille parce qu'elle a un projet collectif qui est ultra mature. C'est un joueur qui est ultra mature dans son football. Tu parlais du fait que là où l'Espagne avait pris un ascendant très fort, c'est qu'elle n'avait pas dégoupillé mentalement. Je trouve que c'est un joueur qui est mentalement hyper solide. Bravo monsieur, là aussi, hein, rien d'autre à dire. Ouais, entièrement d'accord. Il est énormément monté en puissance quand même sur les derniers matchs. Je me faisais la réflexion pendant que tu parlais que ça coïncide un petit peu avec la mise sur le banc de Pedri et Fabian titulaire. Donc c'est Hmm. possible aussi qu'il y ait une meilleure complémentarité. Je le balance comme ça, j'ai pas revu, il faudrait que je le regarde en gardant ça en Hmm. tête, mais en tout cas, en termes de timing, ça correspond. Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas, mais ça correspond. Et il a terminé sur les matchs les plus importants, juste phénoménal. Phénoménal, que je te dis. Quand il sort hier, je me dis, oh, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Parce que
parce que c'est lui le patron même pas juste de ton milieu de terrain, de ton équipe en fait. Bah, de toute façon, en fait, là j'ai sa hitmap, il est quasiment à toucher le plus de ballons aux abords de la surface argentine, parce que l'Espagne a une telle possession et une telle domination territoriale qui peut se permettre de jouer très haut. Et en fait, ouais, c'est lui qui distribue énormément de jeux, c'est lui qui fait beaucoup avancer l'équipe. Je trouve qu'il est aussi utile en tant que joueur qui va gérer ton tempo, mais quand par exemple, il faut garder le pied sur le ballon, il faut calmer un petit peu les choses, qu'en tant que joueur qui va vraiment avoir une capacité à accélérer le jeu. Je trouve qu'il fait tout au cours de cette rencontre. Ouais. Ouais, non, il a été excellent. Euh, Prochain joueur, je parlerai quand même. Alors, il a peut-être pas été flamboyant sur cette finale autant que d'autres, mais je voudrais parler de Cucurella. Parce que pour moi, s'il y a un joueur qui peut concurrencer Rodri au titre de meilleur joueur du tournoi, c'était lui. Et très honnêtement, je pense que je lui aurais donné. De par la régularité, parce que lui, c'est de A à Z qu'il a été phénoménal. Là Ouais. où Rodri, c'est vraiment monté en puissance. Après, je pense que c'est moins sexy de le donner en latéral gauche. Voilà, bon, on connaît, hein. Mais il a été monstrueux dans ce tournoi. Il l'avait déjà été en 2024 au moment de l'Euro. Ça a été un joueur, tu le retrouves tout terrain. Il a été quasiment tout le temps très juste défensivement. Quelques petits reproches parfois, c'est que j'aurais tendance à dire qu'il peut laisser un petit peu trop d'espace à un centreur et que, notamment une fois, bah, je crois que c'est contre la Belgique, je me demande si c'est pas ça, ou ça nous a coûté, ou en tout cas ça a failli nous coûter, je sais plus. Mais tu vois, c'est une action qui me vient en tête sur, Ouais. je sais pas combien de matchs, 8, quelque chose comme ça. Il a été monstrueux d'énergie, monstrueux de bonne volonté pour l'équipe. Toujours disponible, toujours important offensivement également. Monumental. Et il y a un truc que je trouve hyper intéressant sur le mondial de Kukurea, c'est que on, on a un joueur qui est recruté par le Real Madrid et je trouve que c'est assez marrant parce qu'il y avait deux joueurs qui ont été recrutés par le Real Madrid où je me dis qu'ils sortent d'une saison qui me laisse plein d'interrogations. C'est Konaté et Kukurea. Mm. De base, j'ai un avenir assez optimiste pour Konaté, mais c'est vrai que quand je regarde sa Coupe du Monde, on en parlait, il fait partie des grands perdants du côté de l'équipe de France. Kukurea, c'est l'inverse. Il sort une Coupe du Monde qui est avec toutes les qualités que tu as évoquées. Je te rejoins de A à Z là-dessus, mais c'est pas un joueur qui a une grande saison du côté de Chelsea. C'est un joueur qui était un peu attendu au tournant, je pense. Il y a pas mal de gens qui aiment pas Kukurea également, faut le Délit, dire. sale gueule. Possible. J'ai un agenda là-dessus. Non, je veux bien entendre que certaines personnes, c'est rationalisé. Dans 95% des cas, c'est un délit de sale gueule. Après, il y a le côté petite peste sur le terrain aussi des fois. Tu vois, moi je vois bien un Kukurea avoir sa place en Argentine. Ouais, moi je trouve qu'on en fait trop là-dessus, tu vois. Oui, non Je mais je suis trouve que en d'accord. fait, ce serait n'importe quel autre joueur, ce serait un non-sujet. Mais vu que c'est lui, tu vois. Mais bon, Alors que pour le représenter, le grand mème, c'est un chat avec une perruque, j'adore. évidemment, qui est sympathique. Mais ouais, du coup, il en ressort hyper renforcé et tu te dis, là, il arrive au Real Madrid comme un roi. On parlait du fait que le Barça allait peut-être changer ses plans sur le coup du symbole de Ferran Torres, héros de la finale. Moi, je me dis, déjà, Cucurella, s'il arrive au Real Madrid, c'est pas pour faire de la figuration. Quand tu arrives après un tel mondial avec l'Espagne, wow. Bah, en fait, Kukuleya, c'est un joueur qui est un petit peu à l'image de Dani Olmo, où tu vas le voir en club et tu vas te dire, Mm. il y a du bon, il y a du moins bon, il y a ceci, il y a cela. Mais avec l'Espagne, c'est quasiment toujours irréprochable. Je me rappelle, on arrive 2024 à l'Euro et c'était juste après la saison avec Grimaldo du côté de Leverkusen, où c'était une des pièces référentes de cette saison exceptionnelle, blablabla. Et je me rappelle sur Twitch, ça me disait, mais pourquoi c'est pas Grimaldo? Pourquoi c'est pas Grimaldo? Je pas regarder les matchs, tout Mm. bêtement, parce que Kukuleya est monstrueux et il n'y a même pas de question en fait. La question ne se pose pas. C'est lui qui avait dit qu'il prendrait sa retraite internationale s'il gagnait la Coupe du J'espère Monde. qu'il le fera pas. Ouais, parce qu'il a l'Euro et la Mais Coupe du oui. Monde, alors qu'il a seulement 22 juillet. Il va avoir Euh, 28 ans dans 2 jours, du Ah, coup. tu vois, j'allais dire 26-27. C'est un peu plus. Là, tu vois, j'avais 27, mais j'avais pas du tout en tête qu'il allait bientôt fêter son anniversaire. Bah écoute, il aura un beau cadeau, je pense qu'on peut le dire, avec ce mondial.
Bon, bah, check pour Cucurella. On a parlé de Rodri, on a parlé de Cubarsí, on a parlé de Cucurella. Je vais amener un peu de variété à défaut d'être extrêmement original. Je clique sur le profil de notre cher Emiliano Martinez, l'idole de la France, l'ami de la France, mais qui a repoussé l'échéance. Là, je suis en train de voir ses arrêts. Il a beaucoup d'arrêts. Il a peut-être pas une présence en dehors de en dehors de sa ligne qui est aussi impressionnante que celle d'autres gardiens, mais sur sa ligne, je trouve vraiment que c'est un gardien absolument excellent. Et que si tu te retrouves à la fin en regardant les statistiques en te disant il y a 20 tirs pour l'Espagne et il a fallu attendre un but de Ferran Torres qui revient en plus après une situation où il fait déjà un arrêt pour qu'il concède un but et pour qu'il arrête de garder ses cages inviolées, ça en dit beaucoup, quoi. Très très gros match et pour moi de très très loin le meilleur argentin. Ouais, je pense pas qu'il ait fait une compétition nécessairement à la hauteur de ce Ouais. match-là en particulier. Je trouve que le reste de sa compétition est peut-être plus mitigé, tout en pensant que c'est un gardien exceptionnel, hein. Je l'apprécie pas, humainement en tout cas, ou ce qu'il montre humainement de lui. En revanche, en termes de qualité footballistique, c'est un joueur que j'admire pas mal. Maintenant, ouais, sa finale, je la trouve particulièrement vers la fin du match. En fait, plus le moment était important, plus il devenait bon, ça me rendait complètement folle. Bah, tu vois, il y a Euh, le côté force mentale dont on ouais, parlait beaucoup pour les Argentins. Mentalement, il est inoxydable, Martinez, hein. ouais, et tu vois, et tu commences à avoir des occasions de plus en plus dangereuses avec des parades de plus en plus exceptionnelles, et je me dis, on est en train de le chauffer à bloc pour les pénaltys. J'étais terrifiée à chaque occasion qu'il arrêtait. Je me suis dit, c'est pas possible, ça ne va jamais rentrer. En plus, alors, ce que je vais dire est super gratuit, je suis désolé. On va être au niveau de l'analyse Daniel Riolo Bando. Mais je trouve que quand tu le vois sourire, il a un côté prédateur, le Martinez. Tu vois, des fois, tu disais, ils se nourrissent un peu de ça, les Argentins, du fait que le match il monte en pression et tout. Je trouve que Martinez, c'est vraiment un démon qui se nourrit du somme de ses adversaires. Plus Oui. tu lui mets de l'adversité, plus il est fort. Et moi, j'ai trouvé qu'au cours de cette rencontre, franchement, admettons, t'as Messi qui fout un but à la 107e juste après Ferran Torres et derrière, t'as une séance de tir au but. Admettons, Martinez, il arrête rien, mais il se trouve que l'Argentine gagne parce qu'il y a un Espagnol qui tire à côté. On aurait beaucoup dit ah Messi coffre la Coupe du Monde, tu vois forcément, mais ça aurait été Martinez. Ouais, Euh, ouais, j'entends. Non, franchement, hier, j'ai pas grand-chose à dire. Il fait tout ce qu'il faut faire et même peut-être plus. Et heureusement, ça n'a pas suffi. ouais. On en est à 2-2. Est-ce que tu veux mettre un dernier joueur joker qui t'a marqué ou Ouais, pas? petite pièce dans la machine pour Tagliafico quand même, que C'est j'ai vrai. trouvé très très intéressant pardon, face à Yamal. Alors ok, on n'est pas sur le Yamal Prime, mais c'est bien aussi de parler de certains Argentins qui ont pu ressortir du match. Ouais, ouais. Et pour moi, il a été bon, voire très bon pendant un bon moment sur ce match-là, aussi bien dans l'énergie que dans la justesse. Je je vais dire dans la hargne et dans les coups aussi, parce que c'est ce qu'ils essayaient de faire. Donc je pense que de leur point de vue, ça rentre aussi dans l'équation, même si du côté opposé, ça te frustre un petit peu. Je pense qu'il a fait potentiellement le meilleur match qu'il pouvait faire dans ces conditions-là. Bah, en fait, moi, je ne cessais de parler de la faiblesse des Argentins à ces postes de latéraux et je reste là-dessus, hein. Théoriquement, Tagliafico, c'est pas un joueur qui est capable de tenir la Yamal, mais effectivement, il ressort du match sans avoir à rougir de comment il a géré ses duels. Là, j'étais en train de regarder les duels gagnés. Alors, c'est les stats automatiques, hein. C'est à prendre avec des pincettes, mais au sol, 13 duels, 8 gagnés. Dans les airs, un duel, un gagné, quoi. Et c'est vrai qu'il a renvoyé l'image d'un mec qui lâchait absolument rien, qui était Ouais. capable de tenir son côté, qui était très concentré au cours du match, tout le long. Et je trouvais qu'en fait, il avait régulièrement des occasions où il aurait pu se faire dépasser parce que l'Espagne, mine de rien, l'Olmo se baladait un peu. Oyarzabal, il était aussi un peu de son côté. Il y a des moments où il aurait pu un peu dégoupiller et pas réussir à suivre les Espagnols. J'ai trouvé vraiment impliqué dans le match du début à la fin. Donc, ouais, de mon côté, c'est pareil. Ça me fait un petit peu manger mon chapeau. C'est même un Yamal pas à fond. Je l'imaginais lui faire très très mal.
Et au final, Yamal fait pas un mauvais match, mais Yamal, bah, je regarde sa carte là, des dribbles, chevauchés, etc. Il est dans son petit périmètre, il a été plutôt bien contrôlé par les Argentins. Et c'est à mettre au service notamment de Tagliafico, hein. Là-dessus, y a rien à dire. Bah écoute, moi je vais pas rajouter de joueurs, hein. On a fait un petit peu notre petit compte. On était censé avoir un point un peu plus global sur l'Espagne et l'Argentine, mais on a déjà beaucoup parlé en introduction, en, Ouais. de- en donnant déjà un peu notre pouls global sur le match, mais aussi sur la prestation. Est-ce que tu as une impression générale que tu veux renvoyer, sinon sur la rencontre, des points précis que tu veux aborder? Non, Duel je pense aérien, qu'on a. Pardon, vas-y. duel aérien, je repense à ça, tu avais dit que tu craignais ça au final. Il n'y en a pas eu Hmm. parce qu'ils n'ont pas essayé. Ils Hmm. n'ont pas essayé. Et les dernières minutes où ils ont essayé, on a tremblé, hein, mine de rien. Ouais, ouais, Donc comme quoi, j'avais raison d'avoir des petites méfiances. ouais, non, mais carrément. Mais en fait, si je dis ça, c'est pas pour te dire ah, t'avais tort. Non, Bien non, au non. contraire, je repense à ce que t'as dit sur quand on parlait du pouls du match, sur le fait que ils ont pas, enfin, ils ont tenté tard. Et c'est vrai que je repense du coup au duel aérien et je me dis ouais, si je ressors de ce match, je me dis, alors je pense que Scaloni est vraiment un excellent sélectionneur pour cette Argentine, Ouais. mais je me dis merde, encore une fois, il y avait peut-être mieux à faire, quoi. Bah, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'essayer un peu plus, quoi? Après, tant mieux, moi, ça me va, hein. Oui, Mais, euh, mais c'est vrai que si me base d'un avis neutre et en omettant ce que je peux penser de l'Argentine, je me dis, tu avais quand même des armes de faire beaucoup plus mal à cette équipe d'Espagne. Et tu t'en as exploité quasiment aucune, en tout cas pas pendant 110 minutes, quoi. ouais, je suis d'accord là-dessus. Euh, Bah écoute, sur la petite conclusion avant qu'on fasse de la projection sur l'avenir pour terminer, moi je serais tenté de dire que le football y a gagné. Oui. Je déteste cette formule, mais en vrai là j'ai quand même envie de le sortir Mais un peu pour une comme. fois, elle porte bien son nom. Ça, et pour la finale de Champions, ça porte plutôt bien Bah ouais, l'expression. j'ai quand même envie de le sortir parce qu'en fait, on se disait dans l'avant-match que l'Argentine pouvait vraiment être l'équipe qui donne le tempo au match, l'équipe qui décide du scénario du match, et en fait c'est une équipe qui n'a pas du tout été protagoniste. C'est une équipe qui s'est muée un peu en la caricature qu'on a d'elle. Et il y a un dernier truc aussi, moi, c'est. Je n'ai pas l'habitude de parler d'arbitrage, je t'avais dit que j'en aurais un petit mot. Le but refusé, avec la faute d'Otamendi sur. Alors j'avais le doute, je crois que c'était Merino où il marche sur le Mais c'est pied. l'inverse, la faute de Merino sur Otamendi. Oui, la faute de Merino sur Otamendi qui du coup fait annuler le but espagnol qui arrive par la suite. Je me dis, ah, encore un truc qui tourne en la faveur de l'Argentine. Pas en mode théorie du complot ou autre, mais en mode. C'est une équipe qui jusqu'au bout aura usé sa carte du vice et en fait a été un peu monothème au cours de la finale et c'est dommage parce que on n'a pas parlé de lui par exemple, beaucoup le match de Messi qui pouvait marquer l'histoire du football. Moi je t'avais même dit, je mets ma petite pièce sur l'Espagne, j'ai envie de voir l'Espagne gagner, mais ma consolation ça pourrait être Messi qui rentre dans l'histoire du foot. Bah Il est Messi, déjà dans l'histoire du foot. Laissez-en un peu aux autres, là, ça oui, y est. quand je dis rentrer dans l'histoire du foot, oui. On est d'accord, je crois qu'il s'est déjà fait un petit nom. Il a marqué deux ou trois Vite fait. personnes voilà, par un talent un peu remarqué. Mais il a été très bien contrôlé au cours de cette rencontre. Et il s'est. En fait, il y a un peu eu le côté toute proportion gardée. J'insiste là-dessus. Michael Olise qui était en démonstration face à des équipes qui étaient plutôt favorables au fait qu'il déroule son football. On a vu quand on s'est retrouvé face à l'Espagne, mais il y a eu le cas dans d'autres matchs aussi. Ouais, c'est ce Euh, que j'allais dire. ouais, non, ouais, d'accord. Mais l'Espagne, je trouvais que c'était le cas le plus marquant. Il a eu du mal à parler son football, il a eu du mal à avoir assez d'espace, il a eu du mal à trouver la faille. Ben, je trouve que Messi s'est retrouvé un peu dans cette configuration, encore une fois, toute proportion gardée au cours de cette rencontre. C'est que c'est un joueur qui n'a pas réussi à faire les éclairs de génie dont il avait l'habitude. C'est un joueur qui a eu deux trois passes pertinentes, mais j'ai quand même l'impression que déjà il y a un peu un repositionnement en cours de match, mais encore plus avant le repositionnement, mais même après, il y a un peu le côté,
il a traversé le match pas comme un fantôme, mais c'est clairement pas le joueur qu'on ressort de manière phare. Et tu vois, ça fait 3 quarts d'heure qu'on parle du match. On aborde tout juste Messi, c'est une anomalie et je trouve que ça explique bien son match aussi, quoi. Après, pour moi, c'est dans la lignée de ce qu'il a fait dans cette Coupe du Monde, pas forcément à tous les matchs, mais dans pas mal de matchs que j'ai vus. C'est qu'il est assez anonyme et je ne vais pas dire fantomatique parce que j'ai pas envie de me faire insulter, mais bon, il n'est pas au niveau qu'on connaît du grand Messi et c'est normal hein, Mhm. à son âge et dans ces conditions. Mais jusqu'à présent, il avait réussi, tu vois, tu reparlais de l'énergie du désespoir. Et à chaque Ouais. fois que l'énergie du désespoir ressortait côté argentin, c'est là où il se montrait et c'est là où il claquait son centre sur la tête d'un mec et ça fait but. Et tu comprends pas pourquoi, mais ça arrive à chaque fois. Et bon, voilà, la seule différence, c'est que bah, c'est pas arrivé, quoi. Ouais, 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 bah, il n'y a pas eu le moment, entre guillemets, interrupteur où il prend le match en main et où il arrive à avoir une giga influence. Je suis Bah d'accord. alors, il a eu le petit sursaut d'orgueil quand même, Ouais, mais comme toute mais l'équipe, en fait, tu ouais, vois. c'est ça, c'est ça. Ouais, C'est que ça s'est pas concrétisé et t'as eu un peu de frisson, je vais pas mentir. Moi, il prenait le ballon à la fin du match, j'étais ailleurs, j'avais trop peur. ah, de toute Parce façon, que c'est Messi, parce que c'est ouais. l'Argentine, tout ça, tout ça. Mais ouais, ça a pas été, bah, ils ont pas été touchés par la grâce, tout simplement, comme ils l'avaient été jusqu'à présent, quoi. Ouais, disons que pour une fois, Messi fait un match normal. Voilà, je pense que c'est la pire critique qu'on peut faire sur Léo Messi, c'est il est redevenu un mec normal le temps d'un match. Ok, eh ben écoute, on va passer maintenant à l'avenir. Quid du futur? Est-ce que tu sens une domination de cette, je le rappelle, très jeune équipe espagnole pour la prochaine décennie? Ou est-ce qu'au contraire, Yamal va tomber dans mille et un vices, mais il y est déjà tombé, on le voit sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que Rodri, de toute façon, il est trop vieux, il va être finito? Est-ce que Koubarsi va finir par bider? Est-ce que tu es confiante sur l'avenir espagnol? C'est une bien vaste question Oui, qui, je pense, dépend de 40 000 facteurs qui sont assez durs à anticiper. Je pense que très clairement, l'Espagne a les capacités de rentrer dans une grande phase de domination. Je pense que selon le théorème espagnol, on prend le prochain euro et après on disparaît pendant 15 ans. je pense même qu'on veut dire poursuivre la phase de domination, hein, parce que franchement, Oui, elle tu a viens, déjà commencé. bah ouais, tu viens de prendre l'Euro, tu prends la Coupe du Monde. Alors t'as pas pris la Nations League. On en a pris Cristiano une. C'est Ronaldo, quoi, c'est 2022, 21 qu'on prend? On en prend une de Nations ouais, mais League. tu vois, t'as créé. Finalement, est-ce que là, en ce moment, la période internationale nous rappelle pas, c'est le mec qui retourne sa veste, tu vois, où je vais en venir, que Cristiano Ronaldo est supérieur à Léo Messi, parce que Messi n'a pas réussi à empêcher le titre de l'Espagne. Ronaldo, finale Nations League face à l'Espagne, il empêche les Espagnols, enfin, il empêche. Je te laisserai te faire insulter tout seul dans les commentaires. Franchement, même sur la blague, même en cherchant des arguments humoristiques de mauvaise foi, j'arrive pas à la tenir. Donc, ouais, pardon, je te laisse reprendre. Non, 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 mais oui, je pense que tu as clairement le potentiel de faire quelque chose de très, très grand. Maintenant, comme tu le dis, il y a quand même des interrogations. Tu as une très belle génération qui est jeune et tu sais que tu vas normalement avoir des hommes forts pour les au moins 10 prochaines années, même un peu plus. Mm. Maintenant, les carrières, elles sont pas linéaires. Très rarement, en tout cas, tu as des hauts, tu as des bas et tu as des joueurs qui sont un jour au sommet qui le lendemain disparaissent complètement des radars. Et c'est évidemment pas ce que je souhaite, mais voilà, je pense qu'il y a clairement des jeunes joueurs qu'on adore dans cette équipe-là qui, à notre grande surprise, seront pas là dans 5 ans. Et au contraire, des joueurs qui sont absolument pas dans les discussions à présent, qui seront la star de l'équipe potentiellement dans 5 ans. Ou ce joueur comme Ferran Torres qui n'est pas attendu et qui au final t'offre cette Coupe du Monde. Quid des Rodri, des Laporte, etc., qui aussi vont passer un cap en termes d'âge. Je vais juste pour ma part en profiter pour le moment. J'ai des interrogations, mais j'ai surtout beaucoup de raisons d'être positive et d'avoir hâte du futur. Après, peut-être que le futur me donnera peur, mais si on fait le parallèle avec l'équipe d'en face, je pense qu'il y a plus de raisons de trembler que pour l'Espagne. Tu sais que je viens de capter que Pedri, là, en affichant les âges, il avait que 23 ans. Alors, Ouais. oui, merci, on le sait, tu vois, mais j'ai du mal à le réaliser. Et moi, il y a Moi, un ça me truc. choque d'autant plus pour Koubarsi, 19 ans, alors que tu as l'impression que ça fait 5 ans qu'il est là. C'est terrifiant.
Ouais, non, je suis d'accord. Mais moi, il y a un truc qui me donne un peu d'optimisme sur cette Espagne pour l'avenir. Enfin, il y a comment dire? Il y a que des raisons d'être optimiste, mais il y a un truc qui nuance la crainte que tu as, mais qui est légitime. C'est le fait que je me dis, évidemment, il y a des jeunes joueurs ou des moins jeunes qui vont bider, qui vont avoir une trajectoire de carrière décevante. Mais en fait, admettons, tu prends une catastrophe absolue pour l'Espagne. Yamal devient un joueur moyen. Bah, tu vois, Yamal, c'est pas la meilleure version qu'on a eue au cours de cette Coupe du Monde et il est quand même bon. Tu te dis que t'as un joueur qui, au milieu de terrain, disparaît. Ah tiens, t'as un mec comme Gavi qui est pas présent pour cette Coupe du Monde, c'est toi qui me l'avais rappelé, il était totalement sorti de mon radar alors que pourtant c'est un joueur important. Ouais, il fait le Euh, premier match, puis disparaît. Après, Gavi, ça a été très haut et débat, c'est-à-dire que bah, justement, sous Enrique, on l'attendait comme cette star du milieu de terrain, tu vois. Et hmm, c'est là où je voulais en venir avec certains joueurs, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit eux. Puis en fait, au final, il est là dans le groupe, mais il fait le premier match ailier gauche, puis on le revoit quasiment plus. Et c'est même limite une surprise qu'il soit là. C'était pas forcément attendu qu'il soit dans les ouais, 26. non, mais c'est pour te dire que justement, c'est un joueur qui peut encore revenir. Mhm. Et en fait, je trouve que t'as aucun joueur qui véritablement me fait dire dans cette Espagne, il est absolument indispensable, quoi. C'est là où je voulais en venir. C'est ça que je trouve ça cool. C'est que t'as des joueurs où l'équipe de France, par exemple, c'est évidemment la comparaison à laquelle on pense le plus, où je me dis, si lui il bide, ça va être compliqué de trouver de la créativité, ça va être compliqué de réussir à avoir un équivalent. Mais Euh, parce qu'on a une tactique où si t'as pas de créativité, si t'as pas d'éclat de génie, t'as pas grand-chose d'autre, tu vois. Je pense que c'est aussi très, voilà. c'est très basé sur, et pour ça, Don Luis de la Fuente, por favor, quédate, et j'espère qu'il sera là longtemps et avec autant de succès. Mais tu vois, ce Mais qui est fort aussi, c'est que même De La Fuente, demain il part de Espagne. non, Ah, il part pas. oui, on s'est compris. Non, Euh, je veux pas. ben, en fait, cette Espagne, elle joue comme, c'est qu'on va dire, mais comme l'Espagne, quoi. Genre, tu prends. Bah oui et non, tu vois, parce que Non, tu mais remontes en arrière avec Luis Enrique. Moi, j'adore Luis Enrique, le coach. J'ai oui. été extrêmement critique envers Saroja. Et je l'ai il- toujours dit que j'avais pas aimé. Alors, il y avait plein de problèmes, on est d'accord, mais en attendant, les qualités de base du football espagnol, ça transpirait également dans cette équipe. Tu vois, genre, c'est toujours. Je pense pas me planter en me disant qu'en 2036, tu auras toujours une équipe d'Espagne qui sera avec de très bons techniciens, tu auras toujours une équipe d'Espagne qui saura contrôler le tempo des matchs, tu auras toujours une équipe d'Espagne qui aura cette qualité supérieure, parce que ça vient aussi de comment on joue au foot en Liga, comment on a une formation espagnole. Et moi, c'est ce que je trouve assez admirable du côté d'Espagne. Alors, je suis d'accord qu'on aura a priori probablement toujours ça. Mhm. Maintenant, une chose est de savoir contrôler le tempo de tes matchs, et l'autre chose est de savoir en bénéficier pour aller remporter des trophées. Je suis d'accord. Et ça, sous Luis Enrique, avec tout le bien que je pense de lui en club. Mhm. Sous la Roja, pour moi, c'était droit dans le mur qu'on allait. Ben en fait, tu n'auras pas une exécution forcément aussi bonne de tes qualités, mais tu auras toujours la même identité. Et moi, c'est ce que j'aime dans cette Espagne, c'est qu'en fait, tu as beaucoup de pays qui ont un peu changé leur identité de jeu Mm. à travers l'histoire. Tu as beaucoup de... Enfin, le cliché, c'est en ce moment, tu sais évidemment que le foot de nation en Italie, ils sont un petit peu paumés. On est très très loin du cliché de comment jouait l'Italie durant sa grande période, qui n'était pas aimée, mais qui gagnait en l'occurrence. Enfin, Brésil. bah ouais, c'est pareil, le Brésil, euh, il y a tout le fantasme qu'ont les gens sur le Brésil, le football samba, les grands techniciens. Moi, il y a toute une époque récente où je me disais, ce qui m'impressionnait le plus du côté du Brésil, c'était limite leurs défenseurs centraux avec Thiago Silva, Marquinhos, etc., Gabriel maintenant. Et tu vois, c'est pas du tout à ça que tu penses normalement quand t'as l'imaginaire du Brésil, t'as raison. Et ça me laisse hyper optimiste pour l'Espagne. En fait, je trouve que c'est vraiment un bel exemple. Et tu vois, Deschamps, par exemple, qui est à la tête de l'équipe de France en 14 ans, qui est hyper puissant en France, on le sait, au niveau du football. Je me dis, est-ce que tu as un projet un petit peu d'identité du football français, même par rapport aux sélections de jeunes et tout
c'est un truc qui me laisse un peu Je pense frustré. on a des débuts. Je pense que tu vois qu'on aime les joueurs qui sont développés assez tôt, qui Oui. sont physiquement bien en place. Après, je pense que le problème qu'on a aussi, c'est qu'on a eu un début d'identité à mes yeux en 2018 et tout de suite, on a commencé à cracher là-dessus. Et Mm. du coup, c'est un peu la question, est-ce que ton identité, tu veux la calquer sur d'autres ou est-ce que tu veux ton identité? Parce que moi, je trouve qu'on n'était pas loin de l'avoir, cette identité, et que c'est à force de rabaisser ce qu'on avait fait, je dis on, moi j'y suis pour rien, mais Non, ce que le c'est groupe compris. avait fait en 2018 et ce qu'ils avaient réussi à mettre en place, à force de rabaisser ça, bah, ça a donné peut-être quelque chose de beaucoup plus tatillon, de parfois vouloir être plus offensif, bah, au final tu vas pas au bout, de se retrouver avec un néant total en 2024. Ou voilà, bah en fait, on se cherche pas comme l'Italie dans le sens où on a des bons joueurs qui font que tu es là dans les compétitions, Mm. même si au final c'est eux qui gagnent le trophée le plus récent, contrairement à nous. Mais, mais en termes d'identité, je pense que c'est... Est-ce qu'on peut s'attendre à du football enfin, champagne en France? Est-ce qu'on a les joueurs pour ça aussi? En fait, je pense que des fois, on voit qu'on a des superstars en attaque et on s'attend à ce qu'automatiquement, on soit là à marquer 15, 5, 6 buts par match. Et pour moi, je suis pas sûre que ça fonctionne comme ça, tu vois, non plus. Donc bon, je suis assez dubitative là-dessus. Je pense qu'on a les bases pour avoir un football entre guillemets identitaire. Ça sonne très mal comme phrase. Euh, On dirait une chronique de Daniel ouais, Riolo. c'est terrible. On a les bases pour avoir une identité marquée. Voilà, Ouais, un comme ça c'est ADN mieux. du football français, Voilà. dira-t-on. Et je pense qu'on a aussi peut-être parfois trop honte de ces bases où Et on veut en, trop faire autre chose. et en plus, comme tu le dis, enfin, en France, on aime les joueurs précoces physiquement, mais il y a aussi une raison. Tu vois, genre, on peut pas prendre une feuille blanche et dire du jour au lendemain, notre ADN, ça va être ça. Il Mm, y a un truc tout con. C'est pourquoi on aime aussi les joueurs précoces physiquement en France. C'est parce que les joueurs qu'on forme, c'est pour qu'ils jouent en Ligue 1, c'est pour qu'ils soient vite revendus, et que oui, aujourd'hui, un joueur qui commence en Ligue 1, il peut avoir 17-18 ans, et oui, s'il est bon, il va être vendu à 18-19 ans. Donc évidemment, s'il est précoce physiquement, s'il a des résultats extrêmement rapides, c'est ce qui permet de sauver le cul aux caisses des clubs, à nos clairement, finances. Donc clairement. Et puis quand tu vois aussi ah, beaucoup de Français avant de jouer ce match contre l'Espagne qui crachaient sur l'identité de l'Espagne, ouais, ça fait tourner, ça marque jamais, ça sait pas quoi faire du ballon, ceci, cela. Bah, au final, tu t'en retrouves à dire, ouais, regardez l'Espagne, ceci, cela. Bah, faut savoir. Tu aïe peux aïe pas, aïe. tu vois, t'as un peu ce double discours-là et les Français au global étaient très contents jusqu'à ce que ce soit une défaite. Et c'est un peu un truc que je reprocherais beaucoup, c'est que non, c'était pas la meilleure équipe du monde avant, et non, c'est pas la pire équipe du monde maintenant. T'as un entre-deux et tout n'est pas acheté, et c'est dommage de, comment dire, de rabaisser l'équipe que tu affrontes pour ensuite dire que c'est elle le parfait modèle, parce qu'il n'y a pas de vérité là-dedans. Il y a une équipe de France qui a ses armes et qui sont à l'heure actuelle pas du tout les mêmes que l'équipe d'Espagne. Et je pense que tu peux construire quelque chose dessus, mais il faut qu'on soit tous raccords sur ce que ce quelque chose va être, parce que ça risque de Hmm. pas être le football samba, quoi. Eh ben, on verra avec Zidane. Mais du coup, revenons à notre finale. Dernier petit mot pour l'avenir de l'autre opposant, l'Argentine. Messi finito, Martinez finito, Emiliano, pas A Lisandro. priori. De Paul 32 ans tout de même, hein. Otamendi 38 ans. C'est effectivement Paredes, Paredes. Il a quel âge Paredes? 32 31, ans. 32, ouais. Après, Paredes, il courra pas moins à 35 ans, si tu veux mon avis. Mais c'est vrai que même en J'entends. MMA, ça commence à être tendu. Non, effectivement, comme tu le disais, équipe beaucoup plus âgée, équipe qui va devoir se renouveler en termes de génération, et tu as peut-être un peu moins de talent derrière, même si on connaît bien Barco en France, mais sinon, bon, t'as pas non plus 4 milliards de jeunes, t'as Simeone. Ouais, t'as une équipe qui a l'image de ce qu'elle a produit sur le tournoi, qui a beaucoup de coffre, beaucoup de hargne, beaucoup de... on va résumer ça sous la grinta, même si j'aime pas beaucoup Oui. me cacher derrière. Mais ça illustrera assez bien pour tout le monde.
t'as une équipe qui est peut-être plus travailleuse que talentueuse à l'heure actuelle, parce que je me méfie aussi de l'Argentine pour pop tout d'un coup Oui, un wonderkid sorti de Boca ou je sais pas quoi. Je pense qu'il y a quand même des très belles générations, juste qu'on ne connaît pas forcément. Nous, avec notre prisme très européen, c'est je vrai. pense que les suiveurs de football sud-dam en savent probablement plus et ont plus de pistes sur la relève. Maintenant, le fait est qu'à l'instant T, quand tu regardes le banc et la jeunesse argentine, tu es quand même assez loin de ce qu'on a eu sur les 10 dernières années. Avec un Messi pas forcément toujours exceptionnel pendant 90 minutes, mais qui a 10 minutes de gloire et ça suffit à qualifier son équipe. Je ne sais pas ce qui va être la relève de ça. Quand Messi n'était pas là, tu avais un Di Maria à l'époque aussi, qui souvent, je trouve, a tiré l'Argentine vers le haut, qui n'est plus là maintenant. Ouais. Donc, ouais, je pense que ça va être intéressant aussi de voir est-ce qu'il continue avec cette identité, pardon, très marquée, très à l'image de ce qu'on voit depuis 4 ans. Ou est-ce que si Scaloni décide de partir, puisqu'il a parlé de son futur en disant qu'il avait besoin de réfléchir, etc., donc point d'interrogation sur ça aussi, est-ce qu'il part dans une direction tout à fait nouvelle avec peut-être des profils beaucoup plus légers, beaucoup plus techniques, etc. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'interrogations et peut-être plus de nuages. Après, les nuages, ça se dissipe aussi, hein, mais je fais dans la métaphore maintenant. Mais, mais ouais, il y a peut-être beaucoup plus de crainte à avoir si tu es objectif pour cette équipe d'Argentine. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est que je suis curieux de voir où ils seront dans la prochaine Coupe du Monde parce que cette fin de cycle, il y a déjà beaucoup de gens, dont moi, qui avaient peur pour eux qu'elle intervienne dès cette Coupe du Monde, quoi. Mm, mm, mm. Et au final, ils ont surpris leur monde. Non, bah félicitations. Moi, je les avais mis en flop, hein, donc à partir de là, je mange mon chapeau. Vous avez Ouais. flop la finale, ça me suffit. Eh ben écoute, en tout cas, finale amplement méritée pour les Espagnols. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Très beau champion du monde. Toi, en tant que supportrice de l'Espagne, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier hommage à rendre avant qu'on clôture pour cette Coupe du Monde? Ah, un petit dernier salut à Ferran Torres, le grand, grand vainqueur de cette finale, le buteur, le héros. Et C'est vrai. non, juste très, très heureuse. Un symbole du fait que cette Espagne est forte collectivement, parce que Ferran Torres en héros, fallait quand même le sentir venir, ça, hein. Bravo madame. Sur ce, eh bien, remettez-vous bien dans le monde normal. La Coupe du Monde est terminée. Il va y avoir beaucoup de matchs amicaux un peu pétés, des barrages pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa Et bientôt la Ligue 1, et bientôt la Ligue 1. Voilà, comme le quoi, grand retour. le grand retour sur Ou Ligue la 1 Ligue 2. +. La Ligue 2, c'est Allez, bon, bah, j'étais allez, obligée, j'étais allez, obligée. on Pardon, clôture pardon. là-dessus. Finito, merci pour tout, Anne. En vrai, non, j'en profite pour redire, hein, le foot en cuisine sur Twitch. Il y a le lien dans la description et je tiens personnellement à te remercier aussi pour tous les débriefs qu'on a fait ensemble. C'était Avec grave grand cool. plaisir. Merci à toi pour les invites. Sur ce, salut! Ciao, ciao.